Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Alors nous sommes accompagnés vraiment d'artistes multiples ici. Et c'est super. Et nous allons commencer par Heidi. Bonsoir ma Mimi. On reçoit Maribou. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous regardez. Donc vous êtes dessinatrice, artiste, peintre. Oui. Dessinatrice, peintre, voilà. Donc vous allez déjà nous expliquer un petit peu comment vous avez commencé et quel est votre parcours. J'ai démarré à l'adolescence pour me libérer de mauvais sens que j'avais en moi. Du coup, je faisais des peintures pour lâcher prise. Et après, ça s'est transformé en positif. Et je ne peux dessiner maintenant que si je suis bien. Donc il y a une bonne évolution. C'est déjà une bonne chose. Hein. Ouais. Et comment vous l'expliquez Je pense que c'était l'adolescence. On a besoin de libérer beaucoup de choses à l'adolescence. Donc c'était libératoire, la peinture. Et après, au lycée, j'ai rencontré un grand poète qui faisait de très belles poésies et qui me voyait dessiner sur les coins du tableau pendant les longues heures d'études et qui m'a dit mais il faut que tu continues et que tu dessines beaucoup et encore et c'est ce que vous avez fait. La plume entre autres. Voilà, j'ai démarré avec la plume à l'encre de Chine. Là en ce moment je fais de l'encre de Chine. De l'encre de Chine blanche sur un fond noir. En ce moment oui, mais pas que. Mais l'encre de Chine blanche que j'utilise, je la mets sur fond noir pour faire ressortir plus la lumière. C'est vraiment. Si c'est une page blanche. Ah, c'est l'encre de Chine noire. Voilà. C'est génial. Oui. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Donc vous jouez beaucoup avec la lumière, du coup, avec cette encre de Chine blanche. Voilà. Et puis je rajoute du blanc, plus ça fait ressortir. Donc là, on voit notamment ce chat avec les traits très très fins. Comment vous avez fait ce tableau, par exemple? Quel outil vous avez utilisé? Alors là, il y a la plume à encre et des pinceaux très très fins. J'arrive même des fois à couper pour avoir le moins de poils possible, pour avoir le trait fin. Après, il y en a d'autres. On a la danseuse aussi, espagnole. Là, c'est que du point, par contre. Tu coupes avec le noir? Le petit tableau rond aussi? Aussi, que du point. Et tu coupes avec le noir? Alors, une fois que j'ai terminé, suivant les erreurs, j'essaye de rattraper avec quelques points noirs pour rectifier. C'est la dune là-bas derrière, c'est d'une précision, c'est impressionnant. Juste avec le point. Du coup, comment tu trouves ton inspiration? En fait, il y a des modèles photos, d'où vient ces Alors, il y a images? une envie d'un dessin, et après, j'essaye de trouver des photos. Je trafique les contrastes, je les passe en noir et blanc pour essayer. Je baisse plus ou moins l'écran pour me mettre des ombres, et après, j'essaye de travailler et d'accentuer cette lumière que je vois en fait. D'accord. Et donc je plisse les yeux, je vois plus rien après. Du coup, combien il faut par exemple pour réaliser un tableau Je peux pas dire parce qu'en fait, des fois, je vais faire plusieurs tableaux où je vais démarrer la base. Tu vas laisser de côté, je vais faire un dessin à la base avec une aquarelle blanche. C'est-à-dire en fait, ma gomme, ça va être l'eau parce que l'encre de Chine, ça bouge plus. Et je vais en démarrer plusieurs. Et après, je vais m'y mettre. Et je travaille à plat. Donc, c'est un travail minutieux, à plat. Ah oui, carrément. Ah oui, parce que l'encre ne coule pas, sinon. Ah ben voilà. Je n'avais pas réfléchi, moi. Et j'ai fait des grands tableaux. Et c'est un boulot gigantesque. Donc, avec le dos, je suis obligée de m'arrêter. Et puis après, c'est suivant la possession de ce qu'on a en soi. Il y a des jours où je sais que je ne vais rien faire. Je vais baver, ça va pas marcher. On le sent. Et puis je travaille, donc il faut avoir le temps. Des fois, j'ai envie de dessiner, mais je peux pas, j'ai pas le temps. Il faut que j'aille travailler. Il y a des commandes? Alors les commandes, j'ai pas couru. En fait, ça fait pas longtemps que j'expose, ça fait que 4 ans. Et les commandes, j'ai pas trop couru à en chercher parce que je voulais rester libre dans mon art. Et me mettre une obligation de temps et de commande, j'avais peur que ça me bloque.
Et après, petit à petit, j'en ai eu avec des portraits où j'ai fait des portraits au crayon à papier. Là, j'y vais, mais je précise à chaque fois, je peux pas vous dire dans combien de temps. Ah oui, Je veux pas avoir cette pression de temps. Sinon, ça me stresse et voilà. Question bête, hein, c'est quoi ta couleur préférée? Alors, jaune. J'aime beaucoup le jaune. Donc on le retrouve beaucoup dans, bon, pas dans celle que tu nous as ramenée ce soir, Alors, mais ça, non, mais après, si je pars dans les couleurs, c'est pareil, j'ai pas spécialement elle se ressortira pas automatiquement dans toutes mes peintures de couleurs, non. Donc, tu as aussi en parallèle écrit et illustré un livre. Oui. Sur l'histoire d'un enfant que tu avais rencontré lors de. Oui, j'ai été éducatrice. Travail, voilà. Et je travaillais avec des migrants mineurs. Et donc, un jeune homme qui avait besoin de libérer tous ses mots. Et je lui disais, mais des fois, tu vois, tu dessines et ça te libère. C'est comme ça qu'il s'est mis à écrire, mais il n'arrivait pas à dessiner. Je lui dis, mais si tu veux, je t'accompagne. Ça faisait partie de faire des ateliers de dessin, en fait, sur le lieu du lieu d'accueil. Et en fait, on en a fait un livre. Voilà, je l'ai écrit et je l'ai accompagné d'aquarelles. Et un livre qui racontait son histoire, du coup. Ça raconte sa propre histoire, son histoire vraie. Ouais. C'est un beau projet, ça. Aujourd'hui, tu explores l'art digital sur tablette. Comment ça fonctionne? Là, c'est tout nouveau. Mon compagnon dessine beaucoup sur tablette et du coup, il me fait part de beaucoup d'expériences et je m'y mets. Et c'est complètement addictif, c'est génial. Parce que déjà, je travaille toujours à plat. Même quand je fais des peintures, je travaille à plat, je suis très scolaire. Et la tablette, pour le coup, c'est vraiment cette position-là. Donc ça me plaît. Et puis c'est d'une fluidité. On a tous, sur un stylo, on a toutes les couleurs. Ça bave pas, on gomme de suite, c'est génial. Donc je découvre l'art digital. Et donc je le ressors en illustration de mes voyages. Parce que je fais des petits carnets de voyage personnels. Et j'illustre mes dessins avec cet art digital. Voilà. D'accord. Donc tu as les souvenirs de tes voyages grâce à tes dessins. Oui. Et là, par contre, il y a de la couleur. Et les idées de dessin, c'est pas que des animaux ni des personnages, autre chose aussi. Ça me vient comme ça. Là, j'ai fait une grande toile dans cette technique. C'était l'Arche d'Alliance. Donc, la sculpture de Rodin. Donc après, c'est des envies. Là, j'ai envie de faire la Tour Eiffel aussi, d'une certaine prise de vue avec ces éclats. Enfin, c'est des envies qui partent au départ. Là, je vais partir un petit peu dans les étoiles pour ma prochaine exposition et les fonds marins pour faire ressortir un peu la luminescence de tous ces lumières qu'il y a dans les fonds marins. Bon, il me faut du temps. Il y a beaucoup de choses sur les étoiles. Oui. Ouais. Tu fais partie d'une association. Oui. Les 4 saisons. Les 4 saisons. Montignan, oui, tout à fait. C'est eux qui m'ont lancé dans les expositions, en fait. Voilà, j'ai découvert cette association très sympa où il n'y avait pas du tout de frime et du coup, on est détendu pour faire les expositions, on est bien et ça m'a lancé. Donc plusieurs artistes sont regroupés lors des expositions, ça t'a permis de faire d'autres rencontres. Les gens viennent au vernissage et pour la première fois, j'ai eu des retours parce qu'on est enfermés chez nous, on dessine seul. Et là, pour la première fois, j'ai eu des retours de gens qui voient ce qu'on fait et on se dit ah mais mince, mais ça plaît. Et de voir le sourire des gens, donc on se dit bon, ça plaît, c'est chouette. Ça nous a plu nous quand on a regardé. Et c'est ce qui nous fait continuer. Il y a des moments où on a envie d'arrêter. Et puis la dernière expo à Vias que j'ai fait en septembre l'été dernier, je voulais arrêter. Et des artistes qui sont venus, qui m'ont acheté une grande aigrette qui était splendide. Ils m'ont dit mais non, on va encore en voir, ça nous plaît, donc allez. D'ailleurs, là cet été, il y a beaucoup d'expositions. Alors je me suis limitée cet été, parce que déjà je travaille en saison. L'année dernière, j'ai travaillé en saison, j'ai fait 10 expos, j'ai fini à genoux. Donc là, je fais 2 expos sur l'été. Une en juillet, je prends mon petit papier. Du 4 au 10 juillet à Vias, à la galerie André Malraux. Donc là, il y aura un vernissage lumière. Où je vais essayer de jouer avec les étoiles, faire des éclairages qui vont bouger avec un fond musical. Donc le vernissage va nous plonger dans votre univers. Lumière. Ah, c'est sympa. Voilà, ça. J'expose avec Danielle Bessière, une auteure journaliste qui met en valeur les femmes dans l'histoire.
Voilà, on sera C'est-à-dire deux. qu'elle va écrire un poème. Elle a fait beaucoup de livres et elle expose ses toiles, c'est de l'huile, la peinture à l'huile sur tous ses voyages qu'elle a fait. D'accord. On sera deux sur la galerie. Et une deuxième expo au domaine Sainte-Cécile-du-Parc à Pézenas, du 21 août au 4 septembre. Donc là, on sera 5, c'est le Club des 5, donc avec 5 artistes de la région, où on va exposer nos œuvres dans ce domaine Sainte-Cécile-du-Parc qui fait un vin fabuleux, avec des vieux cépages. Vraiment, c'est un vin magnifique. Pézenas, c'est reconnu. Qui fait voyager les papilles. Non, mais Pézenas, c'est reconnu pour aussi, artistiquement, oui, être aussi, très reconnu. Ouais. Donc les gens viendront faire voyager leurs yeux et leurs papilles et tous leurs sens. Voilà. Écoute, je te remercie Marie, merci beaucoup d'être venue. Est-ce que tu peux regarder la caméra et dire où c'est qu'on peut te contacter si on veut te passer une commande ou si on veut savoir où c'est que tu exposes? D'accord. Alors sur mon Instagram, donc on écrit en minuscule Maribou avec le chiffre 30 et c'est tout. Voilà. Marie, et plus un bout, B-O-U. B-O-U. Marie, M-A-R-I-E-B-O-U, 30. Ok. Attaché. Tout attaché. D'accord. Alors on termine avec toi en regardant une petite projection de quelques-unes de tes œuvres. D'accord. Alors, nous avons toujours notre cher Xiaotian. Xiaotian. Tu nous reçois Claude Janot. Oui, hein? Notre écrivain. Donc, avec son dernier ouvrage. Il est sage, hein, il est très sage. Oui, je vois. Donc, le dernier ouvrage qui s'appelle Le mystère Nolwenn B, si j'ai bien prononcé. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu et aussi sur votre ouvrage, votre livre? Bon, alors je suis un écrivain tout récent, parce qu'un auteur, on va dire, il y a 2 ans et demi, 3 ans que je me suis mis à lancer pour écrire des polars, des romans noirs. C'est mon 3e. Et ils ont la particularité de se dérouler dans la région nîmoise, où j'habite. Donc c'est un petit peu... je connais très bien le coin, donc ça m'a... Je me suis dit pourquoi pas. Et puis il y avait très très peu de livres qui se passent à Nîmes, en fait. Quand on va dans les magasins, bon, on voit des livres sur l'histoire de Nîmes, les monuments, des choses un petit peu figées. Et je trouvais que c'était un petit peu dommage, je me suis dit je vais essayer. C'est les faits divers de Nîmes qui vous ont inspiré? Alors un petit peu, bon, il y a beaucoup de sources d'inspiration différentes, hein, quand on écrit des romans. Mais déjà les auteurs, les films qu'on a vus, ça m'inspire, mes expériences personnelles, et puis de temps en temps des faits divers. Alors je parle d'un fait divers, mais malheureusement ils sont souvent pas assez romanesques. Donc pour que ça donne quelque chose qui soit vraiment intéressant, il faut mélanger ça avec d'autres choses, des personnages un petit peu inventés. Et puis j'aime bien mes expériences personnelles aussi. J'en ai quelques-unes qui sont pas mal, alors je les ai replacées dans mes livres. Et donc là, c'est un format... c'est toi qui as choisi le format? Le format du livre? Non, c'est mon éditeur. Hein, sa collection s'appelle Crime et Châtiment. Et tous les livres sont formatés de cette manière-là. C'est un éditeur de Perpignan, les presses littéraires. C'est la patte de l'éditeur, alors. Voilà.
Donc, comme c'est dans la trilogie nîmoise, donc, on va dire ça. Voilà, donc faites-vous des recherches sur le terrain. Alors, c'est toujours dans votre village. Enfin, on dit c'est votre village. Vous habitez à Nîmes? Oui, mais c'est pas vraiment un village, c'est une petite ville. Oui, pardon, une petite ville. Oui, donc vous discutez après avec les habitants, vous promenez dans les ruelles, tout ça, c'est pour donner des idées, des pensées pour créer histoire, ou bien justement pour. Alors. Oui, alors moi, mon métier, j'étais urbaniste avant, donc je travaillais beaucoup dans les villes et donc je connais très bien les villes de toute la région et Nîmes en particulier, donc j'ai pas vraiment besoin de découvrir les lieux. C'est un peu une facilité aussi, hein, je reconnais. Hein, j'ai commencé par Nîmes parce que j'avais pas besoin de faire du repérage. Je préférais mettre mon énergie pour raconter l'histoire. Mais les lieux ont beaucoup d'importance. Et je choisis des lieux qui soient pas emblématiques, donc il y a très peu d'arènes, de maisons carrées ou de tourmagnes. C'est plutôt des faubourgs, des endroits un petit peu reculés. Je trouve que là aussi c'est plus romanesque que de tomber dans des lieux communs ou quelque chose qui soit trop régionaliste, vous voyez. Et après, pour commencer un livre, par exemple, parlez-vous un personnage ou bien une scène ou bien un mystère? Enfin, comment vous pensez de... Pour démarrer? Oui, pour démarrer, voilà. Alors, souvent, j'arrive pas à faire un plan de mon histoire. Hein. Je commence à le faire, mais en général, je bute quelque part. Donc, je me mets à écrire. Et puis, des fois, en écrivant, je trouve des idées. Je trouve même parfois le dénouement de l'histoire. Il arrive en écrivant parce que ça vient comme ça, en fait. Je ne peux pas faire autrement. Donc, mes personnages, en fait, je m'en suis aperçu après coup, c'est à peu près toujours les mêmes. Bon, il y a des flics, bien sûr, hein, c'est des policiers, mais c'est pas forcément les personnages principaux, les héros. Il se trouve que c'est des gens ordinaires, mais qui vont se retrouver évidemment embarqués dans une histoire qui les dépasse un petit peu. C'est plutôt des jeunes gens qui ont la petite quarantaine. Alors mon premier, c'était un ingénieur qui s'était engagé dans l'armée au Mali. Je ne sais pas si ça existe, mais je l'ai inventé comme ça. Le deuxième, ce sont des journalistes d'investigation. Et j'ai également un architecte, vous voyez, des gens comme ça, qui sont qui sont les personnages principaux du livre. D'accord. Et après, d'après d'être auteur, on peut dire, vous faites quoi dans la vie aussi? Enfin, maintenant, je fais surtout ça. Surtout avant, parce que ma carrière professionnelle est terminée. Oui. Je faisais de l'urbanisme, je vous le disais. Oui. Je travaillais sur le réaménagement des villes et des villages, mais surtout des grandes villes. Et maintenant, j'écris. Donc, je fais de la musique aussi, mais bon. D'accord. Ça m'inspire aussi, donc il y a pas mal de musique dans mes livres. Oui. C'est super, c'est chouette. Et après, ce que je voudrais savoir, votre style, quel est votre style d'écriture? Est-ce que, comment dire, il y a le lien avec, bien sûr, il y a le lien avec votre expérience personnelle. Donc votre style d'écriture, est-ce qu'il a la spécialité ou Alors, je réfléchis quand même, hein, parce que moi, je voulais pas faire des polars. Il y en a tellement, il y a des millions de polars. Hein, donc, je voulais pas faire des choses trop convenues. Alors, peut-être que je me plante, mais j'essaie d'être un peu original. Donc, c'est très construit et déconstruit en même temps. C'est-à-dire que je fais du découpage souvent. C'est-à-dire, il y a plusieurs scènes, plusieurs personnages qui avancent un petit peu en même temps. Donc on peut avoir 2 ou 3 chapitres qui se passent à un endroit avec un personnage et puis on passe tout de suite à quelqu'un d'autre. Ça peut être les policiers ou d'autres. J'ai lu pas mal, j'ai beaucoup lu, mais pas tellement de policiers, mais j'en ai quand même lu quelques-uns. J'essaye aussi qu'il y ait des rebondissements, qui est du suspense, voilà, de faire ce qu'on appelle des page turners. Bon, je ne sais pas si j'y arrive, mais c'est un petit peu ça quand même. Tenir les gens en haleine pour qu'ils s'ennuient pas. C'est ma principale préoccupation. Qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils ne le lâchent pas. Alors, beaucoup de gens me disent qu'ils ne l'ont pas lâché. Bon. Certains sont des amis, mais pas tous. Voilà. Donc c'est ça l'objectif. Donc ensuite sur l'écriture, c'est vrai que j'introduis un petit peu, souvent au début, j'essaye de mettre une scène qui soit un petit peu une scène de rupture, un petit peu anxiogène pour accrocher tout de suite le lecteur, par exemple. Premier chapitre, c'est ça. Hein, donc là, des fois, j'invente des choses qui sont un petit peu glauques, mais après ça devient un petit peu plus sympa, quoi. Vous avez pensé Oui. Vous avez pensé à les retranscrire de manière audible? En audio-livre? Oui. Si quelqu'un veut le faire, ça me dérange pas, mais voilà, il faudrait quelqu'un que mon éditeur ou quelqu'un en ait envie, oui, pourquoi pas. Et après, pour
l'avenir, est-ce que vous avez pensé changer un peu les autres livres, ce genre de livres, par exemple, la poésie ou bien l'autre, je sais pas. Ça, j'aimerais bien, mais pas la poésie, hein, mais bon, j'aimerais bien écrire une histoire différente. J'ai quelques idées en tête. Après, c'est quand même beaucoup plus compliqué, surtout à mon âge. Bon, je pense que si j'ai réussi à écrire, c'est justement parce que j'ai évité de faire ça. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'écriture, ils veulent parler d'eux-mêmes, donc ça devient souvent très vite narcissique et au bout du compte, ils s'en sortent pas. Oui. Moi, je me suis dit, je parle pas de moi. J'invente vraiment une histoire policière avec des gens très différents de moi au départ. Moi, après, il y a peut-être quelques similitudes quand même. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver au bout, de pas m'impliquer personnellement, vouloir raconter ma vie, pas forcément intéressante, et peut-être, mais voilà, j'ai voulu éviter ça. C'est vrai que j'aimerais bien en même temps, parce que j'adore la littérature de grands écrivains contemporains. J'aime beaucoup Nicolas Mathieu, par exemple. J'aimerais bien écrire des choses comme ça, mais bon, c'est compliqué, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais. Donc, où on peut trouver vos livres? Alors, mes livres, bon, ils sont distribués, mais... Regarde la caméra. Pardon? Oui, donc... oui. Je le montre. Donc sur Nîmes, on les trouve partout, on les trouve en librairie, on les trouve à Montpellier, à la Fnac, et peut-être à Perpignan, voilà, surtout dans le sud, pour ce qui est des commerces. Puis après, on les trouve comme partout sur Internet, sur les sites de vente en ligne, Fnac, Amazon, je le sais quand même, et d'autres, voilà. Et après, bravo. Et pour vous suivre, vous avez une page ou bien vous avez une page Facebook ou Oui, j'ai une page Facebook, oui. D'accord, donc ou bien un site, on peut sur la Fnac, j'ai une page sur la Fnac aussi, une page auteur, okay. Voilà. Bon, ok. Bravo. Merci. Merci. Bravo. Merci de votre invitation. La page Fnac, c'est ça? Oui, Claude Jameau, Fnac. Oui, mais c'est eux qui l'ont créé. Oui. D'accord. Oui. J'aurais bien aimé entendre un petit extrait. C'est possible? Alors là, vous me prenez... de quoi? Coupé. Alors... Ou le prélude, peut-être Non, mais si vous... Alors, le prélude... Alors, ce qui est ma particularité, c'est que entre le prologue et l'épilogue, ça n'a absolument plus rien à voir. D'accord. On part dans une direction et on arrive totalement ailleurs. Ah oui, alors faire attention. Alors, mon prologue... En fait, je le resitue, on se rend compte qu'après, c'est quelqu'un qui fait un rêve, c'est un policier qui fait un cauchemar. Voilà. Et donc ça, c'est le début, mais sauf qu'on le sait pas, on le sait qu'après coup. Il faut pas trop spoiler quand même, parce que le but, c'est que... Non, mais ça dévoile rien de l'histoire elle-même. Donc le policier fait son cauchemar et ça devient de plus en plus surprenant. Donc il est dans un sous-sol d'un immeuble. Donc le sifflement emplissait la cave. Il dirigea sa torche vers un coin sombre où une masse ondulante vibrait, grouillante comme une fourmilière. Des vipères, des dizaines s'entremêlaient dans une masse visqueuse. Il recula, le dégoût et la terreur au ventre. Les serpents l'avaient repéré et certains se dressaient, prêts à mordre. Il lui fallait une arme, son regard balayait à la cave. Le corps mutilé, la tête, parce qu'il y a une fille qui a été assassinée, les cagettes et juste à côté les matériaux, parpaings, planches, barres d'acier. Un instinct primal de vengeance le poussa vers une barre de fer. Il la saisit, s'avança lentement vers le nid gluant et frappa avec une rage bestiale, dispersant les reptiles pris de panique. Une vipère à la queue sectionnée s'accrocha à sa botte. Il l'arracha, porta la tête à sa bouche et l'écrasa entre ses molaires, puissante comme un étau. Waouh. On peut en faire un film d'horreur, là. Là, je regarde plus de films d'horreur. J'aurais pas dû, parce qu'il y a que 3 pages comme ça dans tout le livre. Ça... si, t'as bien fait, non, justement. C'est pas grave. T'as bien fait. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, c'est moi. Maintenant, c'est au tour de Myria. Alors, je reçois Palmyre. Bonjour. Bonjour, Palmyre. Donc, on t'a invité parce que tu viens de sortir ton EP. Oui, tout à fait. Et qui s'appelle L'amour à l'italienne. Alors, c'est mon single qui s'appelle L'amour à l'italienne. D'accord. Et le titre de ta chanson? Le titre de la chanson est L'amour à l'italienne. D'accord. Donc, il y a un single que j'ai sorti au mois d'avril, qui est le tout premier après un an de travail et de réflexion sur lequel titre sortir en premier. Pop sensuel. C'est ça. Dis-moi un peu plus. Alors, pop sensuel, tout simplement, puisque je fais de la pop.
que c'est comme ça que j'ai été nourrie musicalement et que je continue à m'inspirer, et sensuelle parce que mes textes parlent beaucoup de sensualité et d'amour, et aussi parce qu'on me dit très souvent que j'ai une voix sensuelle, donc c'était un moyen de créer un petit peu un univers autour de mon projet musical et de sortir simplement, entre grandes guillemets, de la case pop. C'est la chanson que tu viens de chanter tout à l'heure en live. Exactement. Donc ça va être sensuel. Qui veut assister à cette chanson? Je pense que beaucoup vont assister à cette chanson. Et donc tu es auteur, interprète, tu es aussi compositeur? Oui. Donc je commence la composition de mes morceaux en général au piano. Et là, tu fais la mélodie, c'est ça. Tu es mélodiste avant tout. Oui, voilà. Moi c'est vraiment la mélodie du texte qui m'intéresse. Alors à la base c'est surtout l'écriture. J'ai besoin d'écrire tout le temps. C'est pour moi un moyen de se libérer, comme je pense beaucoup autour de cette table. Et après, les notes de piano viennent. Je suis pas instrumentiste, donc c'est vraiment pour créer les mélodies. C'est pas grave, t'es mélodiste. Voilà, mélodiste. Et après, j'ai la chance de pouvoir m'entourer de personnes très talentueuses qui font les arrangements. Exactement. Mais de toute façon, le mélodiste maintenant est reconnu. On est d'accord. Oui, de plus en plus. Voilà. Donc, je voudrais savoir comment tu as été influencé par la chanson et surtout par la pop sensuelle. Par la chanson, moi je suis des années 90, donc j'ai grandi avec toutes les émissions de télé qui sont arrivées en France pour mettre en avant des jeunes artistes de province qui réussissaient à vivre autre chose que la vie qui leur était un petit peu prédestinée. Ce que j'ai commencé à faire dans un premier temps avec mes études et une première partie de carrière dans un domaine qui n'a rien à voir avec la musique. Et en fait, ça a continué à me nourrir. Donc initialement, je faisais que de l'interprétation de musique. Et en fait, j'arrivais pas à m'accrocher vraiment à des chansons. Et quand j'ai commencé à découvrir l'écriture de chansons, là, j'ai vraiment compris pourquoi la pop, ça me touchait. Parce qu'en général, c'est des musiques plutôt joyeuses. Et je suis quelqu'un de plutôt... j'aime rire, j'aime sourire, j'aime transmettre ça. Et je trouve que la pop, c'est vraiment le style musical qui s'en rapproche le plus. Et qui peut se mélanger à beaucoup de choses. Hein. Oui, en tout à plus, fait. À savoir que comment donc tu as découvert ton identité. À quel âge? Pas quel âge, il y a combien de temps, voilà. Alors, mon identité vraiment artistique, ça a fait 1 an en avril, donc là, ça fait 1 an et 4 mois, presque 1 an et demi. C'est quand même court. C'est très court. Ça a mis du temps parce que j'ai mis très longtemps avant de me sentir légitime à être libre, à dire que j'étais chanteuse, à être libre de monter sur scène. Moi, j'ai vraiment eu besoin d'avoir un nom d'artiste pour chanter mes chansons. Quand j'utilise mon prénom civil, c'est pas du tout la même chose. Je monte sur scène, je chante et je m'en vais. Alors qu'avec ce nom Palmyre, ça me permet aussi d'amener tout un univers que j'aime bien avec les buffalos, les chœurs, le côté très rose, très girly. Ça me permet vraiment de travailler ça, et je l'ai travaillé avec une amie à moi qui a un magasin de vêtements à Sète, là où j'habite, et avec qui on a vraiment réfléchi à ce que mes chansons renvoyaient, ce que mes textes renvoyaient, mes influences. Tu parles pour qu'elle t'habille ou pour qu'elle... Un peu tout. On a vraiment tout réfléchi ensemble. C'est un projet, on comporte à plusieurs. Est-ce qu'elle a chanté avec toi ou pas? Non. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Donc, quand tu es sur scène, vous êtes plusieurs? Non. Je suis toute seule sur scène avec mes bandes. C'est ce qu'on me dit, j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était du courage. Je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus difficiles à faire dans la vie que monter sur scène, personnellement. Et même si les 10 minutes avant, je vais pas vous mentir, c'est la panique à bord. Comme tout le monde. Hein, voilà, comme tout le monde. Mais une fois que je suis sur scène, en fait, c'est génial. 10 minutes, t'es longue. Hein. Peut-être qu'à force d'expérience, si je reviens avec ça fait 2, 3, 4, 5 ans... C'est peut-être à cause de ce côté sensuel, 10 minutes. Parce qu'en principe, le track, il dure combien de temps 15 secondes, même pas. Ah oui. Donc le track, et il a beaucoup diminué parce qu'il y a 1 an et demi, on était à 3-4 jours de track en amont. D'accord. Donc là maintenant, tu es vraiment épanoui dans ce que tu as choisi, et tu sais ce que tu as choisi. Oui.
Là, c'est très vraiment. bonne idée. J'adore ce que je fais. J'adore la rencontre avec le public, même si maintenant beaucoup de choses se font en digital. Moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment les concerts, les moments où je peux rencontrer les gens, échanger avec eux, danser avec eux. C'est très dur pour moi de rester sur la scène et de pas en descendre à un moment donné pour pas aller proche des gens. Et c'est vraiment ce qui m'anime. Et on a la chance d'être quand même dans une région qui s'y prête et où on peut qui s'y prête tout à fait et encore et j'espère pour très longtemps et où on peut vraiment vivre plein de jolies scènes, des plus petites, des plus grandes et c'est chouette. Palmyre, tes autres chansons, puisque tu as un autre titre aussi? Oui. Ce soir, je vais chanter ce soir ou ce matin, en fonction de l'heure à laquelle l'émission sera regardée. Je vais interpréter Le goût de ta peau. Donc on est encore dans la sensualité. Et un autre titre qui s'appelle Chut. 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 Donc on va te voir jouer. Donc j'aimerais que tu regardes la caméra et que tu me dises comment on fait pour te joindre lorsqu'ils t'entendront en live et qu'ils voudront te prendre sur scène. Alors pour les concerts ou pour échanger, donc c'est sur Instagram, Facebook, partout. C'est Palmyre, Palmire, avec musique à la suite en français. Et donc pareil sur Spotify, Deezer, Apple Music et partout. C'est là que vous pouvez écouter mes titres. Voilà. Donc je vais vous dire, chut, la voilà qui se prépare pour venir. Donne-moi encore un sourire, un peu de chaleur de ta candeur. Fais tout pour me retenir. Ne deviens pas un souvenir. Je veux tes mains au creux de mes reins, que tu me lègues ton avenir. Moi sans complexe, j'aime quand on chute. C'est moins complexe quand on chut. Moi sans complexe, j'aime quand on chut. C'est moins complexe quand on chut. Donne-moi encore un soupir, un peu de ton eau, un bout du gâteau. Offre-moi le goût du rire. Prends le courage du plaisir d'éteindre le froid, toi contre moi. Redonne-moi tous tes désirs. Moi sans complexe, j'aime quand on chut. C'est moins complexe quand on chut. Moi sans complexe, j'aime quand on chut. C'est moins complexe quand on chut. Tu es ma terre d'exil, mon plus beau mois d'avril, le pont entre mes îles. Tu es ma terre d'exil, mon plus beau mois d'avril, le pont entre mes îles. Moi sans complexe, j'aime quand on chut. C'est moins complexe quand on chut. Ce soir, comme tous les soirs, la peur du noir, de perdre ton regard. Ce soir, comme tous les soirs, la peur d'y croire, d'y voir un peu d'espoir.
Alors j'attends que tu me dises que nous deux, c'est pas vraiment du jeu. Et j'attends que tu m'écrives, pourvu que ce soit enfin des mots bleus. Je t'aime à l'italienne, je t'aime à la française. Je t'aime comme le dimanche, comme nos nuits blanches. Je serai peut-être pas Verlaine, mais qu'à cela ne tienne, je t'attends comme la romance, un jour de chance. Cette nuit, comme toutes les nuits, je me dis tant pis si c'était pas permis. Cette nuit, comme toutes les nuits, je me perds un peu dans l'oubli. Alors j'attends que tu me dises que nous deux, c'est pas vraiment du jeu. Et j'attends que tu m'écrives, pourvu que ce soit enfin des mots bleus. Je t'aime à l'italienne, je t'aime à la française. Je t'aime comme le dimanche, comme nos nuits blanches. Je serai peut-être pas Verlaine, mais qu'à cela ne tienne, je t'attends comme la romance, un jour de chance. Et ce matin, comme tous les matins, je pense à toi comme une première fois. Et ce matin, j'y peux rien, j'ai du chagrin, parce que t'es loin. Mais moi, je t'aime à l'italienne, je t'aime à la française. Je t'aime comme le dimanche, comme nos nuits blanches. Je sais, je suis pas Verlaine, mais qu'à cela ne tienne, je t'attends comme la romance, un jour de chance. Je t'aime à l'italienne, je t'aime à la française. Je t'aime comme le dimanche, comme nos nuits blanches. Je serai peut-être pas Verlaine, mais qu'à cela me tienne, je t'attends comme la romance, un jour de chance. Je t'aime à l'italienne, je t'aime à la française. Je t'aime comme le dimanche, comme nos nuits blanches. Je serai peut-être pas Verlaine, mais qu'à cela me tienne, je t'attends comme la romance, un jour de chance. 1, 2, 3. Hello les Love Sisters, hello les Boy Sisters. Eh oui, maintenant. Parce que là, il y a de plus en plus de messages qui arrivent en me disant qu'on découvre notre chronique et surtout qu'on aime bien les Love Sisters. Avant, c'était des femmes. Et maintenant, c'est des hommes. Voilà. Alors, messieurs, vous qui êtes les maris des Love Sisters, faites attention. Aujourd'hui, je vais vous parler alors là d'une artiste. Je vous ai parlé déjà de Klaus Nomi. Eh bien, pensez à Nina Hagen. Ah oui. Alors là, elle est née le 11 mars 1955 à Berlin-Est et est une chanteuse allemande iconique de la punk et du rock. D'abord formée au chant lyrique, elle est influencée par le mouvement punk. Avec son style complètement fou, elle va s'exiler de l'Allemagne vers l'Allemagne de l'Ouest. Donc elle quitte l'Est pour l'Allemagne de l'Ouest en 1976 avec le Nina Hagen Band. Elle sort son premier album en 1978 mélangeant le rock, l'opéra et bien sûr l'expérimental vocal. Ça, c'est à découvrir. Son style unique est approximativement une folie entre un album complètement retourné, African Reggae, et The New York à découvrir. Elle devient en tout cas une figure culte de la musique alternative internationale. Engagée politiquement et milite pour les droits humains et l'écologie, Nina Hagen n'a jamais dit mot sur ce que l'on lui reprochait, en tout cas, d'être un peu trop en dedans dans son style. Son look complètement fou et un peu plus puissant va nous donner des envies de se laisser libre dans le style de la voix. Toujours active actuellement, la musique est une phase importante de sa vie. Nina Hagen reste une légende du punk rock et de l'artistique inclassable. Inclassable, c'est le mot. Pourquoi être monsieur musique et s'arrêter uniquement à une divergence de la musique dite
La musique 10, c'est les 10 premiers d'un top 50 choisis par des maisons de disques sans aucune réelle influence et n'écoutant pas réellement ce qui se fait à l'international. Si encore aujourd'hui des artistes français sont montrés du doigt parce qu'ils ne sont plus sur le devant de la scène, sachez qu'ils sont peut-être à l'étranger et œuvrent aujourd'hui à l'épanouissement de cette voix qui connaît aujourd'hui un grand succès, c'est la voix de performance, les voice performers. Rien ne s'arrête uniquement à l'opéra et au rock, mais par contre à une exacerbation, on va y arriver, hein? Exacerbation, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, de toute façon, vous avez bien compris qu'en fait, on exacerbe une voix et un style, et surtout, on se laisse aller avec des musiques très entraînantes. Un peu comme les tiennes, Mimi, en fait, hein? Un peu spécial. Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle. Ah non, t'es pas célibataire. Allez, on arrête de suite, sinon on va dire des bêtises. Bisous les amis, bisous, et à la semaine prochaine. Donc bravo, Palmyre. Merci. Ben, j'adore, j'adore. Merci beaucoup. Vraiment, au prochain, de toute façon, tu reviens pour chanter, je crois. Hein, Avec plaisir. et tu reviens. Dès que tu auras mis 5 étoiles et un avis sur Google, tu es reprise. Compte sur moi. Voilà. Donc maintenant, on passe à cette chère, mais cette grande Heidi qui nous reçoit. Lauriane. Lauriane Giardini. C'est ça. T'as pas trouvé un nom de scène encore? Et non, pour l'instant, non. Pour l'instant, tu restes. Après, c'était un petit peu une envie personnelle de vouloir garder mon nom et mon prénom. Garde-le, ma chérie, parce que moi j'ai des problèmes. Donc, Lauriane, tu es une chanteuse et prof de chant. C'est ça. Tu as à peine 22 ans et déjà un joli parcours à ton actif depuis l'âge de 12 ans. C'est ça. Alors, tu viens nous présenter ton premier single, Il danse, que tu nous interpréteras tout à l'heure. Oui. On va d'abord commencer par comprendre comment a débuté ton parcours dans le chant. En fait, j'ai entendu Louane à The Voice à l'époque, du coup, donc quand j'avais 12 ans. Et j'ai été très émue par la sensibilité qu'elle pouvait avoir dans sa voix. Et c'est ce qui m'a donné envie d'essayer de chanter. Donc j'ai commencé par chanter toutes les chansons qu'elle pouvait commencer à sortir. Et ça a débuté comme ça. Et puis j'ai pris des cours de chant. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était vraiment une passion. Et au-delà d'une passion, c'est ce qui m'a toujours permis d'avancer dans ma vie, en fait, la musique. Et tu as décidé, du coup, d'en faire ton métier. C'est ça. Donc tu as suivi des cours, tu as fait une fac de musique. Exactement, c'est ça. Donc en fait, après avoir fait plusieurs concours, concerts un petit peu partout en France, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Donc je suis allée en faculté de musicologie pendant 2 ans et j'ai ouvert mon auto-entreprise avec laquelle aujourd'hui je donne des cours de chant. Des cours de chant. Voilà, c'est ça. Et j'ai également aussi ouvert mon association Voyage Musical avec laquelle je donne des cours de comédie musicale. Et grâce aussi à tes études, tu peux être aujourd'hui prof de chant. T'es qualifié pour être. Oui, c'est ça. En fait, actuellement. Prof de chant, pour être juriste, pardon. Voilà, c'est ça. Actuellement, là, je suis en train de suivre une formation qui dure 1 an et demi, que j'ai commencé en janvier, et qui permet de passer le titre RNCP de professeur de chant de technique vocale niveau Bac+4. Voilà. Donc il y a que 2 écoles en France, en fait. J'aimerais savoir si, lorsque tu fais des cours de chant, il n'y a pas qu'un périmètre. Je pense aussi que tu peux faire des cours de chant par vidéo. Exactement, oui. Cette formation, justement, elle a tout un module sur les cours de chant en visioconférence, donc qui nous permet en fait de l'apprendre correctement et de pouvoir gérer tous les problèmes techniques liés aux nouvelles technologies. Et notamment utiliser Zoom, utiliser WhatsApp. Et voilà, et donner des cours à distance. C'est ça, et il y a plein de réglages, de paramètres. Exactement. Te voir en direct. Quelles sont tes influences musicales ? J'en ai plusieurs. C'est très difficile de choisir vraiment un style ou un chanteur qui m'a influencé, mais on va dire que j'aime beaucoup la musique populaire, la variété française, même si j'ai pu faire aussi du métal symphonique. Et c'est ça, tu étais dans un groupe de métal symphonique. Exactement, ouais, pendant 3 ans. Et après, pour les chanteurs-chanteuses, moi j'aime beaucoup Lara Fabian. J'aime beaucoup Louane, mais j'aime beaucoup aussi Patrick Fiori. Voilà, enfin, j'aime beaucoup de chanteurs. Style quand même. Oui. En fait, c'est un petit peu compliqué. Je me mets pas dans une case. C'est-à-dire que j'aime bien explorer un petit peu tout. Actuellement, j'apprends le jazz. Voilà. Pas facile, hein. Pas facile du tout. Mon premier single, c'est de la pop.
avec quelques notes lyriques. Et mon premier album qui est en train de se préparer va réunir en fait tous les styles. Mon but, c'est de mettre du rap, du jazz, de la pop, du lyrique, vraiment de tout. Vraiment éclectique. Voilà. Donc du coup, oui, tu nous as expliqué que tu avais une entreprise, Une Voix pour la Voix. Une Voix pour ta voix. Une Voix pour ta voix. Où enseignes-tu ? Alors moi, je suis à côté d'Alès, à Rousson. Voilà. D'accord. Mais si je comprends bien, tu as une entreprise, c'est-à-dire que si tu fais de la scène, je suppose. Oui. Donc tu peux faire tes propres factures. Bien sûr. Voilà, ça c'est une bonne chose déjà. Oui, c'est pour ça que j'avais aussi ouvert une entreprise et une association, mais aussi une entreprise pour pouvoir... Oui, c'est une bonne chose. Pour quelqu'un qui veut te prendre, c'est toi qui facture, il n'y a pas de démarche à faire. Ah non, pas du tout. Ouais. Voilà, c'est une bonne chose. Bien sûr. Puis là, Une Voix pour ta voix, c'est là où elle donne des cours aussi. Oui, exactement. Moi, je le fais à domicile. Pour l'instant, j'ai un studio chez moi, tout aménagé. Je suis en train de me former aussi, en fait, pour apprendre à gérer le son studio. Donc, c'est plein de mousse acoustique. C'est vraiment aménagé pour. Et ça me permet, de pouvoir me former aussi là-dessus. Et c'est hyper intéressant aussi. Alors justement, est-ce que je peux me permettre de te poser une question un petit peu technique pour en savoir un petit peu plus, toi qui a étudié vraiment le chant et les cordes vocales. Comment exactement les cordes vocales produisent-elles le son et que fait le corps pour produire de l'air ? Alors, en fait, c'est très simple. Lors de l'inspiration, on va prendre une certaine quantité d'air. Et à l'expiration, en fait, il va y avoir de l'air qui va s'accumuler en dessous des cordes vocales, ce qu'on appelle la pression sous-glottique. Okay. Cette pression-là, à un moment donné, elle va atteindre un certain seuil, d'accord ? Donc c'est le seuil de pression phonatoire, à partir duquel les cordes vocales vont pouvoir se mettre en vibration et laisser passer l'air. Et c'est ce qui va déclencher en fait l'onde sonore. Moi, j'ai saisi que la fin. Incroyable. J'ai essayé de faire simple. Non, c'est très bien, c'est très bien expliqué. C'est très bien expliqué, mais j'ai saisi que la fin. Et donc, parle-nous aussi un petit peu de ton association Voyage Musical dans laquelle tu montes des comédies musicales. Alors, donc l'association, elle a été créée il y a à peu près 1 an et demi. À la base, j'avais créé l'association pour faire tout plein d'événements musicaux. Et puis, un jour, je me suis réveillée et j'ai eu une idée. Je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans les comédies musicales, permettre en fait aux personnes de pouvoir s'exprimer artistiquement. Le chant, c'est bien, mais ça passe aussi beaucoup par le corps et on a tendance des fois à l'oublier. Donc, du coup, j'ai mis ce petit projet en place et on a commencé en septembre les comédies musicales. On a déjà fait une représentation le 31 mai, du coup, qui s'est super bien passée. Donc en fait on a repris les plus grands tubes des comédies musicales, Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, Les 10 Commandements, voilà. Très bonne idée. En fin de compte, où tu as raison, c'est que le chant ne suffit pas. Oui. Il faut du visuel. Exactement. Il ne faut pas que du visuel aussi. Il faut de tout. C'est un parfait équilibre qui permet... Les gens commencent maintenant à s'ennuyer d'entendre, même quelqu'un qui chante merveilleusement bien, de rester 1h30 à attendre. On commence à s'ennuyer parce qu'on a tout eu. Et c'est comme le Père Noël, comme on a tout eu, les jouets, comme les enfants qui ont eu tous leurs jouets, ça ne suffit plus. C'est ça. Malheureusement. Et puis ça raconte une histoire, une comédie musicale. Oui, donc c'est très intéressant, c'est super à mettre en place et c'est génial même pour nous de voir le projet en fait évoluer et prendre forme. Moi, c'est une première pour moi, c'est la première fois que je gère un groupe puisque j'ai toujours fait mes cours en individuel au départ et je me régale, c'est génial. Et tu retrouves tes élèves à qui tu donnes des cours de chant? Oui, il y en a certains qui sont venus dans la comédie musicale et puis d'autres qui ont postulé et qui ont rejoint en septembre cette merveilleuse aventure. Alors, je reviens sur le single que tu vas nous interpréter. Le texte de ton single est sur la cause du harcèlement. Oui. Tu fais d'ailleurs partie d'une association pour cette cause. Qui s'appelle Alphée, qui est sur Nîmes. Pourquoi avoir choisi le harcèlement ? Alors moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai pu le vivre durant mes années collège, primaire, lycée. Mais j'avais envie en fait de parler du harcèlement sous d'autres formes. On entend beaucoup parler du harcèlement scolaire, même si pour moi pas assez. Mais j'avais envie de montrer en fait qu'il existait aussi d'autres formes de harcèlement, notamment. Là, pour le coup, ça parle d'homophobie, de grossophobie, puisque c'est un homme en fait qui souhaite danser, qui est en surpoids et qui est harcelé pour cela. C'est inspiré d'une histoire vraie
Et le danseur de mon clip, c'est la personne dont je me suis inspirée pour écrire le single. Donc en gros, tu parles des harcèlements. C'est ça. Eh oui, il y en a plusieurs. Ouais, Il y a même belle du cause que tu harcèlement défends. familial. Exactement, c'est ça, harcèlement sexuel, harcèlement familial, il y en a énormément de toute façon. C'est une belle cause que tu défends en tout cas. Là, merci. Quels sont tes projets sinon à venir parmi de nouvelles comédies musicales? On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais il y a un album en fait qui est en cours de travail actuellement. J'ai la chance moi aussi d'être bien entourée. J'ai un compositeur parce que il danse, j'ai écrit le texte, mais j'ai un ami à moi qui s'appelle Evan McGregor et qui a son propre studio d'enregistrement et qui m'a composé la musique. Donc voilà, l'album peut voir le jour aussi grâce à lui. Donc voilà. Que de belles choses en perspective qui t'attendent. Superbe. Et pour le moment, nous allons t'écouter. Ça va être à toi d'aller sur la scène pour interpréter donc ton single qui s'intitule Il danse. Il danse. Sur le mur, leur ombre apparaît. Il sourit malgré la dure réalité. La danse l'emporte vers de lointaines contrées. Il tourne encore pour les oublier. Son long manteau et ses lunettes cachent ses bleus, ses larmes coulent sur son visage chaleureux, le cœur si lourd. Les gestes frêles, les rêves de légèreté, d'avoir des ailes. Tourne, tourne, tourne pour vivre. Il tourne, tourne, tourne et danse. Il tourne, tourne, tourne. C'est un homme à contresens. Il danse. La grâce de ses mouvements au prix d'harcèlement. La nuit tombe dehors, le même groupe de jeunes l'attend. Comme chaque soir il priera pour pas que ça dure longtemps. Sous les coups il imagine une danse au firmament. Il s'évade sous les insultes en prise d'accablement. Des voitures passent mais ne s'arrêteront pas. L'homme lâche fait mine qu'il ne voit pas. Tourne, tourne, tourne pour vivre. Il tourne, tourne, tourne et danse. Il tourne, tourne, tourne pour s'enfuir. C'est un homme à contresens. À contresens. Ah, il danse. Sous une pluie battante, illuminé par une lune éclatante, il ne ressent plus la douleur, il n'a enfin plus peur. Tourne pour ne plus souffrir. C'est comme dans un rêve. Pour ne plus rien sentir, ferme ses yeux. S'accorde une trêve. Ouh, ah, il danse. Ben, bravo. Quelle belle Bravo. voix. Merci beaucoup. Quelle belle voix. Très beau texte.
Alors, comment on fait pour te contacter si déjà si on veut avoir ton single, si on veut prendre des cours de chant, si on veut participer à tes troupes? Alors, tu peux regarder la caméra et expliquer tout ça. Alors, on peut me trouver sur Instagram, c'est Lolo, L-A-U, _ chant. Ou sur Facebook, c'est Lauriane Giardini. Merci beaucoup, Lauriane. Avec plaisir. Merci beaucoup, Lauriane. Merci de m'avoir reçue. Alors maintenant, nous avons à droite Shaoche, qui nous invite à la Montaut. Oui, voilà, Alain Montaut. Bonsoir. Montaut, voilà. Donc, bonjour Alain, donc, notre artiste, donc, qui fait multiforme des arts, donc dessin, peinture, sculpture, restauration des tableaux, et tout ça. Donc, dès son plus jeune âge. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter un peu pour tout ça, vos parcours artistiques, voilà. Oui, avec plaisir. Merci pour l'invitation déjà, c'est adorable. Et donc mon nom, c'est Alain Montoir et je suis artiste depuis tout jeune. À l'école, j'étais plus doué au dessin que les mathématiques ou le français. C'était les sciences à la limite, j'aimais bien, mais comment le dessin. Donc j'étais plus en train de regarder les oiseaux chanter que le professeur. Donc évidemment, ça m'a développé un esprit. Il y a eu des punitions aussi. Ah bah oui. Est-ce que tu avais le droit d'emmener des feuilles avec toi? J'avais le droit au coin. Enfin, à l'époque, c'était le coin. Oh oui, il y a eu des le choses bonnet comme ça. d'âne, non? Ça, non, j'ai pas souvenir le bonnet d'âne. Mais bon, l'humiliation quand même. Hein, il faut pas oublier qu'il y a une époque comme ça, c'était pas drôle du tout. Hein. Ouais, vous ne comprenez pas à cette époque-là. Non, voilà, ça c'est fini. Voilà, on va pas parler de ça. Mais en tout cas, ça a développé chez moi un esprit rêveur et dans l'observation, le dessin, donc que ce soit à la maison ou à l'école, je faisais des caricatures de mes profs au lieu de les écouter. C'était très drôle. Ça m'a valu d'en faire plein. C'était affiché au mur. J'avais un succès. Eu de la chance de ne pas avoir des amendes. Oui, mais j'avais du succès. Donc évidemment, c'était pour moi un retour qui me parlait, quoi, beaucoup plus que le reste. Évidemment, les études, c'est vite passé. Et puis, ne pouvant pas suivre les beaux-arts, parce que mes parents, je viens d'un milieu de cultivateurs. Donc, je travaille à la ferme. Donc, c'est rude et je me voyais pas aller dans cette direction. Donc, je voulais faire les beaux-arts. Le beaux-arts, à cette époque-là, les beaux-arts, c'est pas un métier d'avenir. Donc, faut se mettre dans le contexte aussi. Maintenant, on a beaucoup on veut bien mettre nos enfants à suivre des études de beaux-arts, c'est mieux entendu maintenant. Mais autrefois, c'était pas un métier d'avenir. On s'inquiétait du bien-être de l'enfant. Plutôt, non, fais un métier qui va te rapporter et surtout pas la peinture. Donc, j'étais un petit peu frustré de ça et je me suis, malgré tout, je suis rentré dans la vie active et j'ai commencé à faire des dessins pour moi, des portraits. Les gens qui venaient à la maison, je faisais des portraits. Et j'ai toujours peint, toujours dessiné. Et jusqu'au jour où je me suis aperçu que j'avais très peu de techniques au niveau pictural. J'ai ressenti le besoin d'apprendre les techniques anciennes, l'histoire de l'art. Et donc j'ai débarqué, j'étais donc originaire de Bretagne, pardon, je vous l'ai peut-être pas dit. Et j'ai voulu suivre des études dans ce sens. Et les seules écoles qui existaient, c'était soit Paris, Avignon, Lyon à l'époque, je crois, et Toulouse, il me semble. C'était où en Bretagne? Bretagne Sud, entre Nantes et Vannes. Voilà, une région super où il y a du soleil aussi. Il n'y a pas que la pluie. Il n'y a pas que la pluie. Voilà. Et donc j'arrive en Provence, donc c'est la seule école où j'ai pu m'inscrire à temps par rapport à l'année. Qui était en cours et donc j'ai appris la première année, donc j'ai fait 8 heures, pour vous donner une idée de la formation, c'est pas rien, c'est 8 heures par jour à faire de la copie de tableaux pendant 1 an. 8 heures par jour pendant 1 an. Imaginez le nombre d'heures qu'il faut pour apprendre à peindre de cette façon. Là, ici, on a un tableau du XVIIe siècle. Ouais, c'est extraordinaire. Hein. Et j'adore. On apprend à peindre comme ça. Les premiers mois où je suis arrivé, mon maître, qui à l'époque c'était comme ça, hein,
mon maître me dit, bah voilà, là, vous allez peindre vous avez fait une copie de ce tableau. Bah, il me met le tableau sur le chevalet, puis on y va, quoi. Je prépare le châssis, la toile, et puis j'ai commencé comme ça ma formation. Et imaginez, il faut arriver à faire ça, quoi, en peinture. Incroyable, incroyable. Et évidemment, j'ai réussi à faire ça aussi. J'ai fait beaucoup de copies que j'ai vendues. Hein, j'ai eu du succès. Bon, oui. Mais par contre, ça n'avait rien à voir avec mon fond de créateur. Ça vous représentait pas. C'est ça. C'est une peinture ancienne. Ok, on peut faire des belles choses. On me commande je sais pas, la Joconde, je pourrais le faire, quoi. Il n'y a pas de problème. J'ai la technique pour ça, mais ça m'intéresse pas. Je veux plutôt peindre des choses contemporaines, voilà. Bon, néanmoins, je m'écarte un peu peut-être du sujet, mais bon, Non, ça va. c'est l'intérêt peut-être. Moi, j'ai voulu vous montrer comment, dans cette formation, donc qui était sur 4 années, parce qu'au départ, je venais pour apprendre la peinture, mais quand j'ai vu les restaurateurs de tableaux à l'œuvre, parce que c'est une école où il y avait 4 années, hein, donc j'ai vu les 2e années, les 3e années, donc j'ai été intéressé d'en apprendre davantage, et on voyait des tableaux, mais de partout, ça venait des églises principalement, c'était une école privée, et des tableaux qui tombaient en ruine dans les églises. Donc on était là pour la sauvegarde du patrimoine. Donc pour les élèves, c'était fabuleux pour pouvoir apprendre avec des vrais tableaux. Donc on a une formation très riche sur l'identité des tableaux, les datations, tout ça. Donc ça m'a énormément plu. Donc, du coup, j'ai fait la formation entière sur 4 années. Donc, j'étais diplômé restaurateur de tableaux. Et j'ai bien fait parce que la création, c'est une chose, mais à moins d'être connu international, connu. C'est pour ça que vous venez avec tous les matériels? Oui, voilà, j'ai voulu vous montrer ça parce que c'est fabuleux quand même. C'est magique. Ici, on a un tableau du XVIIe siècle. Il n'a pas été nettoyé, jamais été nettoyé, ce tableau. À part cette partie-ci, puisque vous voyez que c'est plus clair quand même, donc je l'ai fait en atelier, justement pour vous expliquer à quel point on peut retrouver les couleurs d'origine de ce tableau. Dans les années 85, vous avez peut-être entendu parler de la chapelle Sixtine, les plafonds de la chapelle Sixtine avaient été restaurés. Oui. Ça a fait des polémiques à l'époque, parce que comment on peut repeindre, mais on repeint pas, on nettoie, c'est tout, on enlève, c'est tout. Ici, on a du jus de tabac sur ce tableau, il n'y a rien à faire là, donc je vais tout simplement l'enlever. C'est un travail. Il faut savoir où il est, le jus de tabac. Regardez comme c'est jaune ici, vous voyez, comme c'est jaune. Ici, je l'ai déjà enlevé ici, vous voyez. Ah, voilà. Donc le bleu, c'est la couleur d'origine. C'est la couleur du ciel. Le peintre au XVIIe siècle, imaginez-le avec un chapeau devant un chevalet. Il est là, il a fait du bleu, quoi, pour le ciel. Il n'a pas fait rien d'autre, quoi. Est-ce que vous avez déjà restauré autre chose que des tableaux, justement? Oui, ça va justement, la formation que j'ai eue était spécialisée dans les supports bois. Donc il y a eu des icônes. J'ai vu des icônes primitives, italiennes, vraiment de tout, hein, même d'une école du Nord. J'ai même des clients qui venaient de Paris avec le tableau sous le bras pour sauver leur tableau, parce que j'étais spécialisé dans le support bois. D'accord. C'est pas rien, parce que dans mon premier métier, j'étais accordeur de piano. Donc je connais les bois, les essences de bois. Donc ça m'a valu de développer ça de manière plus personnelle et adaptée à la peinture, parce que là aussi c'est un domaine très, très complexe. On va peut-être pas s'étendre dans tout ce... parce que c'est compliqué, il y a 4 ans de formation. Tu peux nous montrer une démonstration? Voilà. On fait ça, d'accord. Par contre, on va poser le micro. Sinon, on vous le tient. Si vous voulez expliquer en même temps. Oui, bien sûr. Tu peux lui tenir le micro face à lui, voilà, comme ça il explique. Alors, on utilise pour ça un coton, tout simplement, et je vais faire comme les cotons-tiges, vous savez, pour nettoyer le nez des bébés. Hein, on forme ici un coton. Ça me rappelle on avait participé à un film en 3D de l'école d'ESMA à Montpellier. Ils étaient venus filmer à l'atelier les gestes du restaurateur pour restaurer un tableau. Voilà. Alors une fois, donc ça va permettre de prendre la réserve du nettoyant qui est approprié pour ce tableau. Là, en l'occurrence, il a été étudié pour celui-ci, donc je prends... Attends, excuse-moi, parce que du coup, avec ton bras, on voit pas. Voilà. Il n'y a pas de danger pour le produit, il n'y a pas d'odeur, rien. N'inquiétez pas. Vous allez voir, regardez le coton, je le tourne volontairement.
Ah oui, ça part. Vous voyez, je le tourne, vous regardez le coton comme Ouais. Et c'est quoi ce liquide? Il faut faire la différence entre ce qui est un vernis, ce qui est une crasse. Et ça, c'est le travail du restaurateur de tableau. Si on a 4 ans de formation, bien entendu, c'est parce que c'est complexe. Chaque tableau a des différences. Il faut intervenir d'une manière différente. Donc, ici, ça a été évidemment étudié. On fait des tests, ou bien, bon, avec le métier, on a l'habitude. Je sais tout de suite que c'est du jus de tabac. Donc, je sais avec quel produit ça va partir. Donc, on est dans des produits qui sont de l'ordre plutôt de dégraissant. Je ne vais pas vous donner... Il y a différents produits. Oui. Il ne faut pas se tromper alors. Et qui sont dosés aussi en fonction du tableau. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage sur ce qui est... Ici, on est à 3% d'un mélange alcali qui va permettre de dégager très facilement Tout le monde dégager un autre bout. Oui, bien sûr. Allez. Sans être abrasif et abîmer la peinture, quoi. Alors, si je le fais, il n'y a aucun risque. C'est complètement étudié au préalable. Je ne le ferai pas sinon. Et ça, évidemment, ça fait peur. Vous avez peur certainement. Moi, je sais ce que je fais. Parce que dessous, il y a un vernis. Donc, j'ai pas de risque. J'enlève la crasse uniquement. D'accord. On a tout compris. Et je n'aurais jamais fait de démonstration si je devais enlever le vernis. Parce qu'il y a trop de risques. Oui. Il faut vraiment être avec une lumière du jour. Vraiment faire attention à ce que l'on fait. Voilà. Mais là, ça valait le coup de faire cette petite épreuve, puisque... On a appris des choses, hein, là. Hein. Oui, c'est la première fois dans ma vie que je vois ça. En direct. Waouh. C'est satisfaisant, non, quand vous êtes arrivé au bout d'un travail? C'est magique. Et chaque tableau a une histoire. Chaque tableau, après, quand on rend le tableau à notre client, je les ai vus en larmes parfois. Et si je comprends bien, on fait appel à toi. Oui. Beaucoup de personnes font appel à toi. Oui, c'est surtout les collections privées. Les musées, je n'ai pas choisi la formule musée, puisque on est dans d'autres protocoles et qui ne me plaisaient pas. À l'époque, quand j'ai fait ma formation, j'avais le choix. Je pouvais rentrer dans ce réseau-là et j'ai préféré rester dans le domaine privé. Restauration. Parce que j'ai une personnalité beaucoup plus sauvage, peut-être. J'aime être dans mon atelier, donc j'ai choisi cette formule qui me va bien. C'est beaucoup plus long c'est beaucoup plus long d'y arriver. Il m'a fallu une dizaine d'années à peu près pour avoir une clientèle régulière. Ça, c'est le plus difficile au début. Voilà. Après, ça va ça va de bouche à oreille. Hein. Oui, après c'est ça. Et on commence par un tableau dans le domaine et on fait tout le château. On fait toute la maison. Ça suit. On a des clients réguliers comme ça qui viennent. C'est génial. Ah oui, c'est génial. Oui. Là, moi, je regarde ce premier tableau qui m'interpelle. Oui. C'est une femme humanoïde. Alors voilà, c'est intéressant. Parce que vous l'avez perçu, évidemment. C'est ni un homme ni une femme, c'est un être humain. Pourquoi ? Parce que j'attache plus d'importance à l'être humain qu'au genre. Puisque l'être humain, l'ultime aboutissement de l'être humain, c'est d'être lui-même, de se révéler, peu importe homme ou femme, c'est un être humain. C'est quand on regarde. Hein. Voilà, donc j'interpelle en fait le spectateur sur ce qu'il est lui. C'est-à-dire que vous voyez au centre de son cerveau, on est dans une supraconscience, en tout cas dans une conscience, il est intérieur, c'est magnifique. Vers lui. Deuxième aussi est magnifique. Ouais. Oui. Donc ça interpelle. Oh là, les couleurs qu'elles sont belles. Et donc j'ai pas peur. Oh là, oh là. Ouais, c'est très beau. Et j'ai pas peur d'utiliser des couleurs fluo parce que ça c'est assez difficile à maîtriser dans les techniques, surtout quand on a fait des peintures très traditionnelles. Il faut oser mettre du fluo dans les peintures. Donc voilà, oui. Et donc tout ça, ce que vous faites, tout vient avec toutes les expériences. Vous faites formation, tout ça. Donc pour venir, est-ce que vous avez les autres projets pour on peut dire cette année ou bien l'année prochaine que vous commencez? Alors, les projets viennent un petit peu en fonction de mon inspiration parce que je n'attache pas d'importance à faire pour faire. J'ai beaucoup plus attaché à mon authenticité, à ce que je vais créer avec authenticité. Ce tableau, par exemple, il est resté 2 ans. J'avais commencé les fonds, les couleurs étaient magnifiques. Il aurait pu rester comme ça. C'était très beau. Et puis je passe devant, et puis je me mets sur le chevalet, je fais je commence à faire des visages, et là je construis quelque chose.
Mais c'est parce que je suis sincère devant ce que je fais. Je fais pas pour dire je vais D'accord. faire quelque chose. Oui, Un chaman. Je savais pas du tout que j'allais faire un chamanisme. D'accord. Pas du tout. C'est venu comme ça. Alors, Bien. oui. Donc, est-ce que vous avez un site ou bien on peut vous trouver, vous suivre sur une page Facebook où vous pouvez regarder Camara pour, Oui, bien sûr. Alors, on peut me trouver très facilement sur le plus simple, je pense que c'est d'aller sur Google et de taper mon nom, Alain Montoire. Montoire. M-O-N. Oui, mais enfin, on va sur Google, on le trouve, et qu'est-ce qu'on fait après? Eh ben, vous avez la liste des sites qui défilent et vous allez. Sur toi. Et Oui. si on veut Donc, vous on peut contacter t'envoyer un pour- message? Voilà. Comment? On peut t'envoyer Ah un oui, c'est message? facile. Voilà, parce que si on veut vous contacter pour faire restaurer une œuvre, Oui, il y a mon téléphone, il y a tout. Il y a les mails, vous me trouverez sans peine, vraiment. C'est une très bonne idée Oui, c'est pas la peine. de se mélanger à Google parce que les réseaux, s'ils veulent nous virer, ils nous virent. S'ils veulent nous pirater, ils nous piratent. Tutti quanti. Moi, j'étais un mois en panne j'ai dit que j'allais porter plainte et ils m'ont tout remis. Puis Et donc, c'est du boulot en plus. c'est du boulot, beaucoup de boulot, beaucoup de boulot. Ouais, donc j'ai un En tout site. cas, je suis en admiration. En Merci. admiration. Merci beaucoup. Vraiment, on te remercie beaucoup. Merci. Le mot de la fin. Merci aussi. On va Merci. dire au revoir. Bon, on va dire au revoir. Merci beaucoup pour Alain. Merci Nous à vous montrer aussi. Alain, tu es génial. J'espère te revoir. ce genre de Avec découverte. Et que tu nous Ouais. feras encore une expérience nouvelle. Oui, surtout qu'il y a plein Peut-être d'autres. moi. Ouais, il y a- Moi, tu vas me. tu vas me peindre en même temps. Voilà, il va me peindre. Donc, je voulais vous remercier tous d'être là. Vous êtes tous Merci. talentueux. Merci. Oui, merci à Et tous. C'était Merci super. à vous. hein. Merci. Et on Merci vous à dit tous. tous et toutes, bye À bye. À bientôt. Bye bye. Bye.